si j'avais les clés de l'Élysée, la première chose que je ferais, ou plutôt les clés de la place Beauvau, ça serait d'abord de lire les rapports. Je dirais le Canada, parce que c'est un pays qui est très hypocrite. Ces jeunes sont aussi souvent des électeurs. Quand on regarde les résultats des élections dans quelques pays que ce soit, on n'a pas du tout de vote massif en faveur du climat. Bienvenue dans l'épisode 4 de la série Éco-Écos de Lift Media. Aujourd'hui, nous accueillons François Gemène, un spécialiste des questions de géopolitique, de l'environnement et des migrations climatiques. Chercheur et membre du GIEC, il explore notamment les liens complexes entre changement climatique, déplacements humains et politiques internationales. Vous allez le voir aussi, c'est un auteur prolifique. Il a publié plusieurs ouvrages de référence, notamment Atlas de l'Anthropocène, où il cartographie les bouleversements écologiques et leurs impacts géopolitiques. Et puis Géopolitique du climat, qui analyse bien sûr les inégalités mondiales dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans L'écologie n'est pas un consensus, il déconstruit l'idée d'une écologie consensuelle et souligne aussi les conflits qui émergent autour de cette question absolument cruciale. Il est enseignant à HEC, à Sciences Po Paris et intervenant régulier dans les médias. Il combine bien sûr expertise académique et engagement public pour sensibiliser à l'urgence climatique et promouvoir des solutions concrètes et inclusives. Bonjour François Gemène. Bonjour Philippine. C'est un plaisir immense de vous recevoir aujourd'hui. Partagé. Merci de venir dans Lift Media. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par le commencement, une question d'actualité. On a maintenant un gouvernement en France, échange régulièrement, mais... En tout cas, on a un gouvernement à l'heure où nous enregistrons cet entretien. Tout à fait. On verra au moment de la publication. Toujours est-il qu'actuellement, la ministre de l'Environnement est Agnès Pannier-Runacher. Quelles sont, selon vous, les 3 urgences principales de la ministre sur lesquelles elle et le gouvernement devraient se pencher aujourd'hui en priorité pour éviter une aggravation de la crise climatique? Première urgence, la stabilité. Alors c'est évidemment quelque chose qui dépasse un peu son périmètre de compétences, c'est quelque chose qui ne dépend pas uniquement d'elle, mais aujourd'hui, si on veut véritablement accélérer la transition, dans le monde de l'industrie, des investisseurs, il y a un grand besoin de clarté et de stabilité. Et donc les atermoiements politiques envoient des mauvais signaux parce qu'ils envoient des signaux d'incertitude, d'hésitation, et ça crée de l'attentisme et de l'immobilisme. Deuxième priorité, l'adaptation. Elle a présenté un plan d'adaptation. On sait qu'on est très en retard en matière d'adaptation. On a longtemps considéré que le seul moyen de lutter contre le changement climatique, c'était de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça reste évidemment la première priorité. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le luxe de choisir entre éviter ce qui serait ingérable ou gérer ce qui est d'ores et déjà inévitable. Il va falloir faire les deux et donc il faut mettre les bouchées doubles sur l'adaptation. Troisième priorité, la question du financement. Le rapport des économistes Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz a chiffré à 66 milliards d'euros les besoins annuels de financement pour la transition en France. On voit bien qu'on n'y est pas, on voit bien que le gouvernement court après l'argent, on voit bien qu'on taille dans tous les budgets. Il faut absolument trouver des solutions innovantes pour fournir ces fonds et je pense notamment qu'il faut davantage mobiliser les investissements privés et potentiellement aussi l'épargne des particuliers de manière à véritablement accélérer là aussi parce que la transition, c'est d'abord une affaire d'investissement. Investissement dont on va parler effectivement dans un instant avec vous. D'abord, vous insistez souvent sur l'importance de la transparence dans la finance, justement, pour réussir les politiques de décarbonation. Selon vous, quel mécanisme ou régulation concrète devrait être aujourd'hui mise en place pour que l'épargne, justement, des citoyens soit réellement investie dans des projets qui sont ciblés, alignés avec les objectifs climatiques? Je vous raconte une anecdote. Il y a quelques semaines de ça, je passe avec mon conseiller bancaire l'entretien annuel qu'on appelle connaissance du client. Tout à fait. Et donc, le conseiller bancaire est censé un peu mesurer votre aversion au risque, savoir où vous voulez placer votre argent. Et donc, on vous pose des questions. Si vous avez 100 euros, vous êtes prêt à en perdre combien dans des investissements à risque, etc. Et évidemment, le conseiller fait cet entretien à partir de son ordinateur et donc répond à ma place aux questions. Et puis arrive la page des investissements à impact avec les questions « Êtes-vous intéressé par des investissements à impact ?» Et il me dit « Là, je coche non parce que sinon, ça va vous bloquer. » Et je dis « Mais attendez, je croyais que cet entretien s'appelait un entretien de connaissance du client. On va tout de suite revenir à l'écran d'avant. » Et donc, je crois que effectivement, l'anecdote révèle bien à quel point aujourd'hui, on a encore une grande opacité
des gens par rapport à ce que finance leur argent. Il y a plein de gens qui financent à leur insu des projets d'exploitation pétrolière ou gazière, des projets qui impliquent de la déforestation. Et moi, je suis convaincu que si les gens savaient ce que leur argent finance, d'abord, ils ne seraient pas contents du tout, mais surtout, ils seraient contents de l'investir ailleurs sur des projets qui ont du sens pour que leur argent, non seulement leur rapporte des intérêts, mais aussi contribue à la transition. Et ça, à mon avis, c'est un véritable enjeu. Beaucoup d'épargnants, et énormément d'épargne en France, entre 6 000 et 8 000 milliards d'euros, c'est absolument considérable. Beaucoup d'épargnants n'ont aucune idée de ce que finance leur argent. Et donc, à mon avis, une des premières priorités, c'est de dire aux gens ce que finance leur argent pour que chacun puisse être conscient de ses choix. Vous l'avez dit, l'épargne des citoyens représente un levier donc colossal pour cette transition écologique. Comment on peut justement mobiliser davantage les particuliers eux-mêmes pour qu'ils soient acteurs du changement, pour leur donner les outils pour orienter justement leurs investissements vers une finance plus verte et plus responsable ? Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de particuliers n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent faire avec leur argent, n'ont pas conscience que parfois une grosse partie de leur empreinte carbone, c'est leur épargne. Et donc, les gens ont en tête des choses qu'ils peuvent faire au quotidien pour réduire leur empreinte carbone, être économe sur le chauffage, utiliser les transports en commun ou le vélo. Et tout ça est très bien et très important. Mais si vous avez un peu d'épargne en banque sur un produit d'épargne classique, vraisemblablement, le plus gros de votre empreinte carbone, il se trouve dans votre banque. Et donc, il y a une vraie question à la fois d'information et aussi d'offres. C'est-à-dire, qu'est-ce que les banques vont proposer comme investissement impact, comme véhicule d'investissement à leurs clients. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Vous travaillez aussi beaucoup sur les migrations climatiques, ça fait l'objet de certains de vos ouvrages. Vos travaux montrent justement que ces migrations climatiques ne sont pas seulement des menaces, mais aussi des opportunités. On va parler de choses un peu positives dans un moment effectivement où s'est passé aujourd'hui, et notamment la nuit dernière, de gravissimes incendies à Los Angeles notamment, qui vont aussi et qui ont déjà provoqué des migrations massives. Bien sûr, il y a l'évacuation de 130 000 personnes, dont beaucoup ont vu leurs maisons brûler. Il y a plus de 1000 maisons qui ont déjà brûlé, et donc il va falloir reloger ces gens. Exactement. Malgré tout, il y a donc des aspects positifs et des opportunités dans le cadre de ces migrations climatiques. Est-ce que vous avez bien un exemple à nous partager ? Prenons le cas de familles qui dépendent de l'agriculture, par exemple en Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, on estime qu'à peu près 50% des ménages dépendent de l'agriculture de subsistance comme principale source de revenus. L'agriculture de subsistance, c'est l'agriculture vivrière, celle qui vous permet de nourrir votre famille, mais vous n'allez pas vendre le produit de vos cultures. Cette agriculture, elle est très vulnérable à toutes les variations de la température ou de la pluviométrie. Donc, ça veut dire que dès qu'il pleut un peu plus ou un peu moins, dès qu'il fait un peu plus chaud, eh bien, ça veut dire que les familles perdent leur première source de revenus. Et donc, dans ces cas-là, on va voir que si on a des systèmes de migration bien pensés, elles vont pouvoir envoyer un ou plusieurs membres de leur famille, généralement leur fils, à la ville pour trouver un travail complémentaire et temporaire qui constitue une forme d'assurance, en réalité, une forme d'assurance agricole quasiment, qui permet de compléter les revenus de la famille et qui permet d'éviter une migration permanente de la famille tout entière. Et donc, on voit que parfois, il y a des endroits qui manquent de main-d'œuvre, il y a des zones où potentiellement les migrations peuvent être organisées de manière à alléger la pression démographique sur les ressources naturelles, de manière à diversifier les revenus. Et ça demande simplement un changement d'état d'esprit, ça demande de considérer qu'effectivement, la migration peut être une forme d'adaptation aux impacts du changement climatique, peut être une forme de solution et pas forcément une catastrophe à éviter à tout prix. Ça veut dire qu'on peut organiser les migrations et que l'enjeu, c'est pas seulement d'essayer de les éviter ou d'y résister, mais qu'il est possible de les organiser. Alors justement, est-ce qu'on peut les organiser au travers de politiques publiques ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place ? Si vous aviez là les clés de l'Élysée, là. Je dirais, bon, d'abord, c'est un problème très complexe et on voit bien à quel point le sujet de l'asile et des migrations déchaîne les passions en France, en Europe et d'ailleurs pas seulement, également aux États-Unis, mais aussi dans les pays du Sud. Et on a l'impression que, effectivement, la politique publique en matière d'asile et d'immigration ne repose plus du tout sur des faits, sur des éléments empiriques, mais sur des considérations idéologiques ou sondagières. Et donc, je dirais que si j'avais les clés de l'Élysée, la première chose que je ferais, ou plutôt les clés de la place Beauvau, ça serait d'abord de lire les rapports.
de lire ce que dit la science de l'asile et des migrations et d'arrêter de décider sur la base d'idées reçues, sur la base de considérations idéologiques en se disant « Tiens, qu'est-ce qui va me faire gagner 3 points dans les sondages d'opinion ?» Et je crois que ça doit être vraiment la première priorité, faire en sorte que les politiques publiques s'appuient sur la réalité et veillent à améliorer la vie des gens. Et parfois, on a un peu oublié, je crois, notamment dans ce domaine politique, que le but premier de la politique, c'était quand même d'améliorer la vie des gens. Effectivement, on pourrait en parler pendant des heures, il va falloir qu'on avance. Mais merci beaucoup pour cette réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'intensification des migrations climatiques et les débats actuels sur la politique migratoire française, comment vous voyez aujourd'hui l'évolution du rôle des frontières dans les prochaines décennies? On voit bien qu'on est dans une situation paradoxale. Et on reste coincé dans ce que j'appelle le paradigme de l'immobilité, c'est-à-dire cette idée que dans un monde idéal, chacun resterait chez soi et chacun habiterait dans le pays où il ou elle est né. Or, la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui migrent pour des raisons très très diverses, pour des études, pour des questions familiales. Il y a encore quelques années, la plupart des mariages en France avaient lieu entre 2 personnes qui habitaient dans un rayon de 5 km. On voit bien que c'est plus du tout le cas aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de mariages mixtes, donc entre un homme et une femme ou entre 2 hommes et 2 femmes de nationalités différentes. Et donc, on va aller vers de plus en plus de mobilité. Et il y a aussi, bien entendu, hélas, des inégalités réelles ou perçues qui s'accroissent sans cesse et qui, elles aussi, vont pousser à la migration. Or, pourtant, nous sommes aujourd'hui dans une situation de repli très fort sur les frontières, où on va considérer que les frontières sont l'instrument numéro 1 pour canaliser les migrations et qu'en fait, le nombre de gens qui arrivent dans un pays dépend avant tout du degré d'ouverture de sa frontière. Tout à fait. Or, ce n'est pas du tout le cas. Toutes les recherches montrent que le degré d'ouverture ou de fermeture d'une frontière ne détermine pas le nombre de gens qui arrivent, mais détermine uniquement les conditions dans lesquelles ils migrent. Et donc, on est dans cette situation paradoxale où, d'un côté, on a de plus en plus de problèmes et d'enjeux qui sont globalisés et qu'on doit gérer ensemble, au premier rang desquels le changement climatique, mais aussi les migrations. Bien sûr. Et où pourtant nous avons l'illusion que nous allons échapper à ces problèmes en refermant nos frontières et en nous calfeutrant chez nous. Et c'est ça évidemment qui provoque les tensions, à la fois les tensions réelles, les drames humanitaires aux frontières et les morts, et aussi les tensions politiques autour de ce sujet. Il va falloir qu'on revienne, je crois, à cette idée de la frontière qui soit un point de passage plutôt qu'une ligne de démarcation. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus des objets symboliques qui vont marquer une démarcation entre eux et nous, et on va les fermer de plus en plus de manière à se rassurer et à se dire que nous, au moins, on est du bon côté. Vous parlez de tensions, on peut aussi parler des peurs vis-à-vis de ces flux migratoires. Avec votre TEDx, en juin dernier, vous avez critiqué les messages basés sur cette peur, justement, afin d'alerter sur le réchauffement climatique. Pourquoi vous pensez aujourd'hui que ces messages, ils échouent à mobiliser efficacement ? Parce que je pense qu'on imagine volontiers, et parfois naïvement, que plus on va être conscient du problème, plus on va être déterminé à agir. Or, en réalité, plusieurs études montrent que ce n'est pas le niveau de conscience du problème, ni même le niveau d'expérience du problème, qui va nous rendre plus enclins à agir contre ce problème. On va agir avant tout si nous y trouvons un intérêt. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas d'agir contre le changement climatique parce que nous voudrions éviter la catastrophe, mais c'est d'agir contre le changement climatique parce que nous en faisons un vrai projet politique, un vrai contrat social, un vrai projet de développement économique. Et à mon avis, c'est tout le nœud sur lequel bute un peu la transition aujourd'hui. Nous la voyons comme une contrainte, comme quelque chose qu'on doit faire pour éviter la catastrophe. On ne parvient pas à la voir aujourd'hui comme un projet qui peut nous projeter vers l'avant. Et à mon avis, l'enjeu, il est là. Si vous deviez, François, résumer l'urgence climatique en une seule image ou une seule phrase pour les réseaux sociaux notamment, qu'est-ce que vous diriez ? Je pense l'image, pour moi, la plus parlante, c'est quand même cette fameuse courbe qui montre l'évolution des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère depuis à peu près 10 000, ou on peut même remonter 100 000 ans en arrière, et qui montre cette courbe qui était quasiment horizontale pendant des milliers d'années et qui, d'un coup, à partir de la seconde révolution industrielle, devient quasiment verticale. Et pour moi, c'est sans doute la courbe qui illustre mieux l'urgence
L'urgence climatique. On va continuer à en parler si vous le voulez bien, avec Bien notamment sûr. votre livre Atlas de l'Anthropocène. Vous décrivez une époque de rupture géopolitique et écologique. Si vous deviez choisir là aussi une seule donnée ou une seule carte de cet atlas pour alerter les décideurs, les politiques qui peut-être nous regardent aujourd'hui, laquelle serait-ce et pourquoi? Je prendrai la séparation des Beatles. La séparation des Beatles. C'est-à-dire ce moment où on se rend compte qu'en fait, la fête est finie et que nous ne pouvons plus vivre dans cette sorte d'insouciance, d'aveuglement par rapport à notre impact sur l'environnement. On peut disserter pendant des heures et des heures sur ce qu'est l'Anthropocène comme période géologique, sur son début, et les géologues se disputent d'ailleurs à ce sujet. Pour moi, c'est surtout un concept politique, c'est un moment quand nous réalisons à quel point nous sommes liés à notre environnement, à quel point la Terre et le monde constituent une seule entité, et le moment où nous réalisons l'empreinte que nous avons sur notre environnement et ce qui la symbolise. On pourrait prendre le premier pas de l'homme sur la Lune, on pourrait prendre le rapport Meadows en 72. Moi, je prendrais la séparation des Beatles. Dans un autre de vos livres, dans Géopolitique du climat, vous évoquez là, pour le coup, les inégalités entre pays dans la lutte contre le réchauffement climatique. Quels leviers concrets les pays riches doivent-ils mettre en œuvre aujourd'hui pour combler ces écarts, selon vous? Je pense qu'aujourd'hui, le principal levier sur ces questions de transition, c'est un levier de défaut d'investissement. On voit qu'aujourd'hui, la capacité totale en panneaux solaires qui est installée sur tout le continent africain est à peu près égale à la capacité en panneaux solaires installée en Belgique. Alors certes, la Belgique a été un peu en avance il y a quelques années sur la question de l'énergie solaire, mais ça reste un territoire de 30 000 km² qui est loin d'être le plus ensoleillé du monde. Et donc on voit bien avec ce seul chiffre l'ampleur de ce qu'il faut faire en termes d'investissement. Et ces investissements sont aussi dans notre intérêt parce que, bien entendu, si la transition énergétique ne se fait pas aussi dans les pays du Sud, eh bien, ça va annuler ce que nous avons pu faire dans les pays industrialisés. Et le problème aujourd'hui, c'est que le contexte d'investissement reste trop instable d'un point de vue économique ou politique et que donc l'investissement privé ne se fait pas. Je pense qu'un élément essentiel pour essayer de rétablir un peu la balance, c'est effectivement de doper ces investissements et donc d'offrir des garanties publiques aux investisseurs. Quand je vous écoute, vous êtes absolument convaincu par ce que vous dites. Malgré tout, on a l'impression, et au-delà d'une impression, c'est sans doute le cas, que ce sujet de l'écologie, de la transition climatique, divise. Et d'ailleurs, dans L'écologie n'est pas un consensus, qui est un autre de vos ouvrages, vous démontrez que l'écologie est un terrain de conflit. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi ce sujet divise-t-il autant, alors qu'il semble pourtant, et encore plus quand je vous entends, complètement universel? Bien sûr. Et on a vécu dans une très grande forme de naïveté où on se disait que finalement le climat n'était ni de gauche ni de droite, que nous allions tous nous rassembler naturellement et spontanément derrière la bannière de l'écologie et que nous allions tous marcher comme un seul homme ou comme une seule femme derrière la bannière de la transition. Or, ce qu'on constate, c'est que autant nous pouvons trouver une certaine forme de consensus sur le diagnostic, sur le constat, même si ce consensus il est menacé aussi par les fake news, par la désinformation et par la polarisation croissante de la société, autant on voit bien que dès lors qu'on va commencer à se demander ce qu'il faut faire, les solutions qu'il faut mettre en œuvre, là évidemment on n'a plus du tout ce consensus parce qu'en fait, ce que l'écologie implique au fond, c'est aussi de repenser certains des fondements de l'économie et de la société. Et donc, en démocratie, il est logique au fond que nous ne soyons pas d'accord spontanément sur ces sujets. La grande question, c'est comment nous allons créer ce consensus, comment nous allons faire un projet qui puisse nous rassembler au lieu d'une contrainte qui aujourd'hui nous divise. On a l'impression que ce projet, chaque année, il est porté notamment dans le cadre des COP. Oui. COP que vous connaissez très bien, auxquelles vous avez participé. Elles sont malgré tout souvent critiquées comme inutiles. Après donc, je l'ai dit, avoir participé à plusieurs d'entre elles, est-ce que vous êtes d'accord avec cette critique? Non, je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'elles sont inutiles. Elles pourraient être plus efficaces, elles pourraient être davantage utiles, on pourrait changer 1000 choses pour améliorer leur efficacité, mais nous sommes face à un problème global et de long terme, qui a donc besoin, par essence,
de forme de gouvernement ou de gouvernance qui soit mondiale et de long terme. Et donc, le meilleur système qu'on a inventé jusqu'ici, c'est ce système des COP. On pourrait sans doute en imaginer plein d'autres, mais nous garderons ce besoin d'un organe de gouvernance à la fois sur le long terme et mondial. Seulement, je crois que ce qui crée la déception par rapport à nos attentes, c'est que nous attendons toujours des COP qu'elles résolvent le problème une fois pour toutes. C'est vrai. Et à chaque COP, on se dit, est-ce que c'est la COP qui va finalement sauver le climat? En réalité, on est sur un processus itératif d'ajustement des politiques nationales, de surveillance du phénomène, de mobilisation des financements. Et donc, nous ne pouvons pas attendre de chaque COP qu'elle résolve tous les problèmes. De la même manière que on n'a pas une nuée de journalistes à la sortie de chaque Conseil des ministres à l'Élysée qui demandent aux ministres, est-ce que ça y est, maintenant vous avez résolu tous les problèmes de la France? On se rend bien compte que ça ne sera jamais le cas. Et donc, on aura besoin de COP encore certainement pendant toute la durée du siècle. Simplement, il faut voir comment on peut, je crois, améliorer leur efficacité et comment on peut aussi améliorer la communication autour des COP. Parce que le problème, évidemment, c'est que si les gens ont l'impression que ces COP ne servent à rien, ne font rien avancer, ça a un côté très décourageant et un peu désespérant. Tout à fait. Si vous deviez pointer du doigt un pays ou un leader comme le pire ennemi du climat, ce serait lequel? C'est très compliqué. On a, de la même manière qu'on n'a aucun pays qui est absolument modèle, on n'a aucun pays qui est... je dirais peut-être le Canada. Parce que c'est un pays qui est très hypocrite. C'est-à-dire que le Canada a dans l'opinion l'image d'un pays vertueux, engagé, presque écolo, alors que la réalité, c'est que l'économie du Canada repose encore très largement sur des hydrocarbures, notamment y compris sur des hydrocarbures non conventionnels, du pétrole, du gaz de schiste. Et en réalité, le Canada est un pays qui, quelque part, sous des dehors, je dirais, engagés et vertueux, va enfin faire des trucs vraiment, vraiment dégueulasses derrière. Et tant qu'à prendre, je préfère un pays qui annonce clairement la couleur, comme les États-Unis. Ça a le mérite d'être clair, en tout cas. Ou l'Arabie Saoudite, qui aussi annonce clairement la couleur. J'allais vous dire, c'est plus à ça qu'on pense. On penserait spontanément à l'Arabie Saoudite, mais au moins, avec l'Arabie Saoudite, on n'a pas un chat dans un sac. Avec le Canada, on a un peu un chat dans un sac. Les ultra-riches se protègent déjà du chaos climatique avec des bunkers et des autres solutions technologiques. Ou des pompiers privés, comme c'est le cas en Californie pour le moment. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, est-ce qu'on va vers une écologie à 2 vitesses? Oui. Oui, je crois que c'est le gros risque. Si on ne parvient pas à articuler des politiques sociales, des politiques de réduction des inégalités avec les politiques écologiques, le risque, évidemment, c'est qu'il y ait ce schisme social qui se produise, où d'un côté, les riches auront à la fois les moyens de se protéger et de s'adapter, et auront aussi les moyens de faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre, et donc, en quelque sorte, de pouvoir continuer exactement leur style de vie actuel, mais de façon décarbonée, et en faisant peser la culpabilité sur les plus pauvres, qui sera une culpabilité morale, mais qui prendra aussi la forme de taxes, de restrictions, de limitations. On voit très bien aujourd'hui ce débat sur la voiture électrique, par exemple, où on voit très bien la forme d'injustice qui est ressentie par certains à l'idée que les voitures électriques, certes, sont des voitures décarbonées, mais qui coûtent encore très très cher à l'achat et donc semblent réservées à une sorte d'élite qui n'aura pas de restrictions quant à l'usage de sa voiture. Évidemment, ceux qui roulent encore avec une vieille voiture diesel d'occasion, qu'ils n'ont pas les moyens financiers de changer, eh bien, trouvent la situation injuste parce qu'eux font face à une fiscalité de plus en plus lourde et à des restrictions de plus en plus fortes. Vous parliez tout à l'heure, et à l'instant notamment, de ce sentiment de culpabilité. Ça, c'est intéressant parce que beaucoup de jeunes, la nouvelle génération notamment, ils sont de plus en plus nombreux à dire qu'ils ne veulent plus d'enfants, justement à cause du climat. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je comprends parfaitement cette réaction et c'est pas du tout à moi de juger les choix des uns et des autres, y compris un choix très intime comme celui d'avoir ou de ne pas avoir des enfants. Et je comprends parfaitement qu'on puisse avoir peur de mettre au monde des enfants en sachant à la fois les impacts du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, mais aussi la polarisation du monde, la montée des populismes, les conflits. Il y a 1 milliard de raisons pour avoir peur de faire des enfants aujourd'hui. Une autre raison qui en pousse certains à ne pas faire des enfants,
c'est pour ne pas aggraver le problème. Parce qu'évidemment, dans un pays industrialisé, un enfant qui naît aujourd'hui dans une maternité en France, il a à sa naissance une empreinte carbone d'1,4 tonne, avant même d'avoir commencé à pleurer. C'est le poids des services publics, de l'économie, etc. J'aime à croire quand même que les enfants qui naîtront cette année en 2025 eh bien, verront quand même l'atteinte de la neutralité carbone au moment où ils atteindront l'âge adulte, quand ils auront 20-25 ans. D'accord. Et puis verront la situation s'améliorer sur le plan climatique. Et donc, j'aurais tendance à dire que pour les jeunes d'aujourd'hui, effectivement, ça va être compliqué parce que, d'une certaine manière, ils sont un peu nés au mauvais moment et ils vont subir les conséquences du changement climatique pendant l'essentiel de leur vie. Par contre, pour les enfants qui vont naître cette année et dans les années suivantes, si nous atteignons la neutralité carbone en 2050, ça sera le moment où ils atteindront l'âge adulte. Et donc, ça veut dire qu'ils pourront passer toute leur vie d'adulte en sachant que la situation s'améliore et ils pourront ensuite mourir avec la satisfaction de savoir que le problème climatique est désormais un problème résolu. Mais ça, c'est notre responsabilité vis-à-vis de la génération qui naît en ce moment même dans les maternités en France, en Europe et dans le monde. Et vous y croyez justement au fait d'arriver à la neutralité carbone en 2050 ? Vous êtes optimiste aujourd'hui sur l'état du monde ? Je crois que c'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. Je pense j'aimerais avoir le luxe d'être optimiste ou pessimiste. J'ai envie de dire que on n'a pas le choix. Je crois que c'est vraiment la grande responsabilité de notre génération. C'est une responsabilité face à l'histoire, face à ceux qui viendront après nous, face aux vivants aussi. On n'a pas d'autre choix que de réussir cette transition et donc il faut jeter toutes nos forces dans la bataille. Je crois que c'est vraiment une responsabilité morale que nous avons. C'est ça que vous racontez justement et que vous enseignez à Sciences Po, à HEC, dans d'autres universités prestigieuses à vos élèves. C'est quoi les récits, les outils pédagogiques aujourd'hui que vous utilisez et qui captent le plus l'attention des jeunes ? Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, et c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes cours, d'activer des solutions. Et pour moi, c'est le grand message positif du dernier rapport du GIEC, c'est que nous possédons aujourd'hui toutes les technologies, toutes les connaissances et toutes les ressources financières qui doivent nous permettre d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, d'atteindre la neutralité carbone vers le milieu du siècle. La question, c'est comment est-ce que nous allons pouvoir les mettre en œuvre, les déployer à plus grande échelle. Et donc, aujourd'hui, je crois, l'enjeu, c'est un enjeu de déploiement à grande échelle. Est-ce qu'ils vous demandent malgré tout comment ils peuvent faire eux-mêmes à titre individuel, personnel, pour changer les choses ? Bien sûr. D'abord parce que, comme ils sont jeunes, ils se sentent encore parfois un peu impuissants. Ils se disent comment faire ? Et c'est très frustrant, effectivement, quand vous voulez agir, mais que vous avez l'impression de ne pas avoir tous les leviers dans vos mains et que vous voyez autour de vous toute une série de décisions, d'entreprises, de gouvernements qui vont complètement à contre-courant. Ça a évidemment un côté profondément décourageant et désespérant. Mais je crois, et c'est un message important, je crois aussi à transmettre aux jeunes, qu'ils ont parfois plus de puissance et plus de pouvoir qu'ils ne l'imaginent. Notamment parce que ils vont travailler demain dans des entreprises et que la question du sens qu'ils vont donner à leur travail est importante et que donc ils peuvent aussi demander des comptes à l'entreprise pour laquelle ils et elles vont travailler. Parce que ce sont aussi des consommateurs très importants pour toute une série d'entreprises et que donc leurs choix de consommation ont aussi des choses très importantes et parce qu'ils peuvent aussi se mobiliser ensemble, collectivement. Quand on prend les grandes marches sur le climat qui ont été organisées à la suite de Greta Thunberg, je sais que beaucoup de jeunes estiment que c'est des marches qui n'ont servi à rien, qu'au fond, nos émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter. Mais pour moi, il y a eu vraiment un changement majeur à la suite de ces marches, c'est que le climat est rentré de plein pied en démocratie, est devenu un vrai sujet politique, économique, social et sociétal et a cessé d'être confiné dans les pages sciences et techniques des journaux. Alors justement, ça fait la transition parfaite. Vous avez demain Greta Thunberg devant vous ou devant vous des jeunes qui manifestent justement tous les vendredis pour le climat. Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce qu'ils devraient, selon vous, exiger des dirigeants politiques aujourd'hui ? D'abord, c'est pas si simple parce que ces jeunes sont aussi souvent des électeurs et qu'on voit qu'on n'a pas du tout aujourd'hui un vote des jeunes qui est massivement en faveur du climat. Et quand on regarde les résultats des élections dans quelques pays que ce soit, on n'a pas du tout de vote massif en faveur du climat. Et puis encore, des dirigeants ouvertement climato-sceptiques
comme Donald Trump, comme Javier Milei, comme potentiellement M. Poilievre au Canada demain, sont encore élus. Et le fait de douter, et même davantage que de douter, de mettre en cause les résultats scientifiques n'est pas du tout un facteur rédhibitoire dans une élection. Au contraire, c'est même quelque chose qui peut servir une campagne électorale. Et donc, je dirais qu'il y a peut-être l'exigence première que devraient avoir les jeunes, c'est pour les politiques de tenir un discours de raison et un discours de vérité. Et moi, je suis très frappé de voir à quel point nous nous faisons gagner par le vide, par une sorte de populisme qui repose uniquement sur la capacité à hurler plus fort que le voisin, à être plus outrancier que le voisin, et à quel point nous perdons en réalité le contact avec la réalité. Donc, si j'étais jeune, mais je ne suis plus depuis longtemps, je pense que ma première exigence vis-à-vis des politiques, ça serait d'exiger un discours de vérité qui ne soit pas un discours populiste. Dans le cas où vous êtes dans un monde idéal et où toutes vos idées, celles que vous exprimez dans les médias régulièrement, mais aussi dans vos livres, sont adoptées, à quoi ressemblerait notre société en 2050 ? Ça serait d'abord un monde où l'on pourrait circuler librement et où on n'aurait plus de morts aux frontières parce que les frontières seraient ouvertes et permettraient une libre circulation des individus. Et donc, ça serait un monde où l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme serait appliqué pleinement, y compris dans son deuxième alinéa, qui prévoit le droit pour chacun de quitter tout pays, y compris le sien. Ça serait aussi un monde qui aurait atteint la neutralité carbone, où l'économie serait largement décarbonée, beaucoup plus circulaire, et où les entreprises auraient trouvé de nouveaux modèles économiques de prospérité. Et on voit bien qu'il y a toute une série de frétillements et de signaux faibles aujourd'hui dans la société autour de ces nouveaux modèles économiques. On y serait arrivé et on aurait réussi à faire effectivement de la transition un vrai projet à la fois économique et démocratique. Quel est le message le plus important que vous souhaitez transmettre aujourd'hui aux auditeurs de ce podcast qui peuvent peut-être se sentir impuissants face à l'ampleur de la crise climatique ? Nous sommes en réalité très, très puissants. En démocratie, on ne peut pas se dire impuissant. On peut se dire impuissant quand on vit dans une dictature, mais en démocratie, c'est un droit que nous n'avons plus. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'on peut se plaindre de nos gouvernements, mais en démocratie, nous sommes quand même un peu tous, malgré tout, que nous ayons voté pour eux ou pas, comptables de ce que font nos gouvernements. Nous sommes aussi des consommateurs. Et donc, il y a à la fois ce qu'on peut faire individuellement comme consommateurs, il y a aussi ce qu'on peut faire ensemble comme citoyens. Et il y a énormément de choses à faire. Simplement, il faut être lucide, je crois, sur la situation et se dire que nous sommes face à un problème qui n'est pas un problème binaire, mais un problème graduel. Ça veut dire que chaque dixième de degré a une énorme importance, et une importance parfois plus grande que ce qu'on imagine. Et donc, chaque décision qu'on va prendre, chaque acte qu'on va poser, chaque choix qu'on va effectuer, va avoir une énorme importance, et souvent une importance beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine. Je suis très frappé du nombre de transformations à l'échelle mondiale qui ont commencé par une petite initiative. Qui sait, par exemple, que la transformation de la mobilité urbaine, le fait qu'on voit de plus en plus de vélos dans toutes les villes du monde, est commencé à La Rochelle dans les années 70, lorsque la mairie a eu l'idée de mettre en place un système de vélos en libre service. Je ne suis pas sûr que tous les Rochelais qui pédalaient sur leur vélo en libre service dans les années 70 se disaient qu'ils étaient en train de changer le monde, et en tout cas la face de la mobilité urbaine. Allez, dernière question. Si vous deviez reformuler toutes les campagnes climatiques actuelles, quel narratif ou stratégie choisiriez-vous pour maximiser leur impact ? Je dirais Wir schaffen das. Nous pouvons y arriver. C'est la grande phrase d'Angela Merkel. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons tendance à douter de nos capacités à arriver. Nous avons tendance à douter de nous-mêmes en tant que société. Et effectivement, je pense que notre capacité à réussir, elle tient d'abord à une question de lucidité, activer les bons leviers, les financer également, mais aussi une question de confiance dans notre capacité à y arriver. Et moi, je suis très inquiet de voir monter un peu dans la société ce sentiment défaitiste, cette idée qu'on ne pourra pas y arriver, cette idée que les objectifs sont désormais hors d'atteinte, que tout est fichu. J'ai presque envie de dire que je redoute davantage le climato-défaitisme que le climato-scepticisme, parce qu'il est encore possible de convaincre certains climato-sceptiques. Par contre, pour motiver
Des défaitistes, c'est plus compliqué. Et de toute façon, dans les deux cas, ça produit le même résultat, c'est-à-dire l'immobilisme. Merci beaucoup, Merci beaucoup. cher François, d'avoir été parmi nous. Un échange particulièrement riche et inspirant aussi. Et puis, quant à nous, chers auditeurs, n'hésitez pas, bien sûr, à réagir sous cette vidéo. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Lift Média.